Bonjour tout le monde, c'est votre topo des marchés en ce 21 janvier 2022. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Éric Fournier, directeur département des grains et commodités chez Bernard Breton Incorporé. Cette semaine, c'était une semaine écourtée, 4 jours de transactions sur le marché à terme. Le Martin Luther King Day lundi, les marchés étaient fermés. Peu de grosses nouvelles, mais beaucoup de variations quand même sur le marché à terme. Si on commence, je voudrais commencer par les grains. Je suis tombé là-dessus ce matin. La revue Farm Futures a fait un petit sondage. C'est un petit sondage maison concernant les intentions d'ensemencement l'an prochain. Pourquoi j'en parle? Les chiffres m'ont surpris un peu. C'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. Si on regarde les chiffres au niveau du maïs, on parle d'un recul de 3 millions d'acres, c'est-à-dire qu'on passait de 90,3 à 93,3 millions d'acres. L'inverse, excusez, 93,3 à 90,3 millions d'acres, donc un recul de 3 millions d'acres. Et le soya, ce serait une augmentation de 5 millions d'acres sur les semis de l'an dernier. L'an dernier, on avait semé 87,2 millions. On serait à 92,3. Ce serait la première fois que, pas la première fois qu'il y a plus d'ancrage de soya que de maïs, mais que l'écart serait aussi grand entre les deux. Au niveau du blé, ben, on était à 46,7 millions d'acres l'an dernier. On serait à 47,6, donc pas tout à fait 1 million d'augmentation au niveau des ancrages dans le blé. Donc, il est encore tôt. Il peut se passer encore beaucoup de choses qui peuvent changer les intentions d'ensemencement. C'est un sondage, un petit sondage, un coup de sonde, comme on dit, là, en janvier. Ils ont dit qu'elle allait le refaire juste avant les intentions d'ensemencement qui vont être publiées par l'USDA au 31 mars. Donc, en mars, on va ressortir le même sondage qu'on va remettre à jour. J'ai hâte de voir les résultats. Mais présentement, ce serait une baisse dans le maïs et une forte augmentation dans le soya. C'est ce qu'on obtient comme résultat. Puis je trouvais que les écarts étaient très grands. Là, fait que c'est pour ça que je vous en glisse un mot aujourd'hui. Au niveau du maïs, ben, les exportations dues au congé de lundi ont été publiées ce matin, les exportations de la semaine dernière. Pour le maïs, ça a été très bon. On a touché un sommet là, pour la présente campagne. On est avec 1,3 million de tonnes. C'est la première fois qu'on avait un chiffre aussi élevé cette année. Au niveau des variations du marché, ce que je vous disais tantôt, vous voyez pour la semaine une augmentation de plus que 3%. Pour ce qui est du maïs, on termine la semaine à 6, et ça c'est le contrat du mois de mars. On termine la semaine à 6 et 16 le boisseau. Sur le plan technique, si vous regardez le petit cadran dans le bas de l'écran, dans le bas droit de l'écran, vous voyez que au niveau technique, ben, on est en fort achat, donc le momentum est présent pour les achats de maïs, ce qui signifie que la hausse qu'on a connue cette semaine pourrait se poursuivre la semaine prochaine. Maintenant, si on va du côté du soya, au niveau du soya, vous voyez, c'est une semaine aussi qui se termine sur le vert à peu près dans la même proportion. Vous voyez, 3,25% d'augmentation au courant de la dernière semaine. Si on regarde l'intervalle 52 semaines, ça veut dire un an. Vous voyez ce qui est en rouge, là, le petit rectangle rouge au milieu de l'écran. Là, on est à peu près à mi-chemin entre le bas et le haut présentement, avec une fermeture à 14$ et 14 du boisseau pour le contrat de mars également. Au niveau technique, ben, vous voyez, le petit cadran est un petit peu moins en fort achat, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs indicateurs qui sont au neutre et en mode, plus d'indicateurs qui sont en mode neutre et en mode vente, ce qui nous amène, la majorité sont en mode achat, mais c'est moins fort que dans le maïs présentement. Puis pour continuer, quelques statistiques qui nous ont été publiées cette semaine en provenance de la Chine là, concernant le soya. Pour 2021, les importations chinoises se seraient élevées à 96,52 millions de tonnes. Ça représenterait une baisse de presque 4% sur un an. Les Américains, sur ce 96 millions de tonnes-là, les Américains en auraient envoyé 32,3 millions. Pour les Américains, c'est une augmentation de 25% sur l'année précédente. Et pour le Brésil, on serait à 58,15 millions de tonnes. Là, par exemple, ce serait une baisse de presque 10%. Marché de météo, hein, les variations cette semaine, en fait, beaucoup de variations en fonction de la météo. Il n'y a pas grand-chose à dire. Hein, quand il annonce un peu plus sec, on commence à... Le marché est nerveux, là, ça pour dire qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. L'USDA, la semaine dernière, a réduit les prévisions, donc il est venu confirmer que oui, il y a un impact là, sur le temps très sec présentement dans le sud du Brésil et dans le nord de l'Argentine. Donc, aussitôt qu'on annonce du temps un petit peu plus sec, là, le marché est prêt à réagir rapidement.
Au niveau du tourteau de soya, si on y arrive, on termine la semaine, le contrat de mars à 392,70 tonnes courtes. On termine la semaine cette fois-ci, par contre, si on voyait là, dans la petite case, on est à moins 3% pour le tourteau, mais il y a eu des grosses variations. On a augmenté une journée au cours de la semaine au-dessus de 10$ la tonne courte pour finalement récupérer, vous voyez aujourd'hui, à la baisse de 8$, donc on est revenu. On a tout ça pour dire que les gros mouvements qu'on a eu de hausse et de baisse, ben on termine finalement à la baisse avec tout ça. Puis au niveau technique, vous voyez que l'indicateur est présentement au neutre. Dans le blé, on a encore des hauts et des bas, mais la semaine a quand même récupéré. Si vous vous souvenez de la dernière semaine, c'était souvent des baisses qu'on avait au niveau du prix du blé. Vous voyez maintenant qu'on a terminé la semaine avec une hausse de 5%. C'est plus fort que pour les autres grains. On termine le contrat de mars, c'est le blé de Chicago ici qu'on a sur le graphique, à 7,80 du boisseau. Qu'est-ce qui a stimulé cette hausse-là cette semaine? Possiblement un peu de climat géopolitique. Si vous suivez l'actualité un peu, ce qui se passe en Ukraine, hein, les risques d'invasion de la Russie en Ukraine, avec la communauté internationale qui pourrait s'en mêler. Ça pour dire que ça pourrait peut-être limiter quelque peu les exportations en provenance d'Ukraine. Le blé, l'Ukraine, excusez, est un joueur majeur dans l'exportation de blé mondial, donc ça pourrait être perturbé en raison de ce conflit potentiel-là. Présentement, il n'y a pas conflit, mais il y a une éventualité de plus en plus forte qu'il pourrait y avoir un conflit, donc le marché reste sur ses gardes. C'est ce qui fait en sorte que le prix a augmenté, mais vous voyez, on termine quand même la journée avec un moins 10 aujourd'hui. Au niveau technique, vous voyez le petit cadran en bas est en mode achat, donc ça reste quand même positif comme momentum sur le plan technique. Est-ce que j'ai oublié quelque chose pour les grains? Non. Si on va maintenant du côté du porc, le côté du porc, que dire qu'il est en feu. Pourtant, il n'y a pas tellement de nouvelles qui sont venues intervenir dans le marché pour stimuler tout ça, mais les prévisions de baisse de production continuent, je pense, d'alimenter le marché à terme. C'est ce qui fait qu'ici, je vous ai sorti le graphique du contrat de juin 2022 pour l'été prochain. Vous voyez, on a touché un nouveau sommet, hein, à quasiment 1,5. Si on regarde le petit cadran, le sommet s'est fait aujourd'hui à 1,55. Donc, on a franchi le cap du 1,5$ la livre. C'est un prix historiquement très, très élevé, mais par contre, si on compare à l'an dernier, au mois de juin, on a monté jusqu'à 1,20. Donc, il y a encore de la place vers le haut, considérant qu'on a des productions possiblement plus faibles cette année qu'on l'avait l'an dernier. Donc, il faut rester quand même prudent, mais c'est des prix qui deviennent super intéressants et ils sont à surveiller de très très près là, pour vos stratégies. Puis si en parlant de stratégie, je vais venir ici, j'ai ressorti exactement le même graphique, mais je l'ai sorti en dollars canadiens. Vous voyez, 268,83. C'est un prix en dollars du 100 kg. L'indice, excusez, au 100 kg, oui, effectivement. Puis le prix moyen pour 12 mois, c'est-à-dire pour la période de février à janvier 2023, ça me donnait ce soir à la fermeture une moyenne de 237 du 100 kg. Le petit bémol là-dedans, c'est toujours le coût de production et le coût d'alimentation, en fait, là, qui est encore très, très élevé compte tenu du prix des ingrédients là, de maïs et tourteau de soya qui coûtent encore très cher. Mais à 237, on a un coût de production qui tourne peut-être autour de, en tout cas le modèle Asra que j'ai dans mes calculs, on tourne à quelque part autour de 230, 235, là, tout dépendant de la variation du prix des grains, là, pour cette période de 12 mois-là. Donc, on n'est pas tellement loin d'être capable de faire des marges positives. Et à la condition qu'on vient booker notre prix des grains, évidemment, parce que là, si on ne ferme pas notre prix des grains, puis le prix des grains augmente, vous voyez tantôt les diminutions d'ancrage qu'on a prévues dans le maïs. Puis s'il y a une augmentation, si les prix sont super intéressants en production porcine cette année, parce qu'il y a une baisse de production, éventuellement il va y avoir une reprise de cette production-là, donc une reprise de la demande au niveau du maïs. Puis si on fait une production plus petite, ben vous comprenez qu'à plus long terme, ça pourrait avoir un impact important. Donc ça peut garder des prix quand même assez élevés, puis il pourrait être encore plus cher. C'est le point que je voulais soulever. Là. Je suis pas en train de vous dire que le prix du maïs pourrait exploser, parce qu'il est déjà très élevé, mais quand même, il pourrait rester quand même assez cher compte tenu de cette hypothèse-là. Est-ce qu'elle va se réaliser? C'est le temps qui va nous le dire, là, mais quand même, il faut rester prudent. Donc, tout ça pour dire que dans vos stratégies de protection, je répète, de marge, quand on travaille avec les marges, ben c'est ça. Là, même si le maïs nous paraît cher, mais ça me permet de dégager quand même une marge de 5-10$ de 100 kg, ben écoute,
On y va quand même, mais à condition de fermer ces prix de grains-là. Donc, on s'assure que même si les prix augmentent, continuent à augmenter dans les grains, ben nous, les prix sont fermés, donc on ne sera pas vulnérable à ce niveau-là. Puis, je vous ai sorti aussi le graphique prix du porc versus prix du maïs. C'est le ratio. Je calcule un volume de maïs normalement moyen là, pour faire un porc. Puis vous regardez la petite ligne rouge, mais on est encore quelque part entre le bas. Puis là-dedans, le but, c'est d'aller le plus haut possible sur ce ratio-là. C'est-à-dire que le prix du porc vaut beaucoup plus cher que son coût d'alimentation, ou du moins son coût de maïs. Présentement, vous voyez que le graphique, on est plus proche des. On est passé des bas. Là. On est maintenant entre la moyenne des 10 dernières années et les bas, à peu près dans le centre, là, en gros. Donc, ça, je vous dis, on n'est pas tellement loin d'avoir des bookings intéressants dans le port. Là, je pense que le jeu où ça devient très, très important, c'est votre coût de production chez vous. Personnel, vraiment, plutôt que de travailler avec des moyennes et des à peu près. Parce que là, on est proche de la ligne zéro. Donc, si votre coût de production chez vous est plus efficace que le modèle que moi j'ai, le modèle Astra, ben évidemment, ça veut dire possiblement des marges positives. À l'inverse, si vous êtes un petit peu moins efficace que le modèle Astra, ben peut-être qu'il va falloir attendre encore un petit peu avant de fermer les marges. Donc, très important de faire le calcul de votre coût de production avant de vous lancer dans les fermetures de prix de port pour vous assurer que votre marge va être positive. Ça terminerait pour cette semaine. Non, c'est vrai, j'ai pas parlé de dollar canadien. Dollar canadien, c'est un peu à l'image des grains cette semaine. Hein. On a monté à 80, on a réussi à franchir la barre du 80 en milieu de semaine. Et vous voyez, on termine à 79,50. Très peu de variation, hein. Moins de 0,15%, c'est-à-dire qu'on a eu une belle hausse toute la semaine pour finir à la même place qu'on avait commencé. Le prix du pétrole, là, il est rendu à 85-86 piastres du baril, là, le pétrole américain. Donc ça, c'est un bon support pour le dollar canadien. Curieusement, les bourses reculent, mais le dollar canadien résiste. Et aussi, si je ne me trompe pas, c'est la semaine prochaine que la Banque du Canada va annoncer si elle laisse son taux directeur inchangé ou une augmentation. Mais beaucoup d'analystes s'entendent pour dire que possiblement qu'on pourrait déjà avoir une hausse de taux ici au Canada, là, aussitôt que là, la semaine prochaine. Donc ça aussi, ça aide à garder la valeur du dollar canadien peut-être un peu plus forte que dans si vous regardez le graphique, là, ce qu'on a vécu là, en fin d'année. Donc, ça sera surveillé la semaine prochaine. Donc, si la Banque du Canada annonce effectivement une augmentation du taux directeur ici au Canada la semaine prochaine, vous pouvez vous attendre à ce que le dollar refranchisse la barre des 80 sans aucun problème là, à ce moment-là. Ça terminerait pour cette semaine. Écoutez, si vous avez des questions, j'ai lancé l'appel la semaine dernière. Hein, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein, vous m'envoyez un petit courriel au efournier@bernardbreton.com. Vous pouvez me lâcher aussi un petit coup de fil au 418-882-6995. Soit que j'y réponds en direct ou si vous me laissez la chance de répondre à votre question ici durant la capsule, ça pourrait être intéressant parce que j'imagine que si vous posez cette question-là, ben, la réponse pourrait être intéressante aussi pour les autres. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, donc vous allez avoir des belles notifications aussitôt qu'il sort une nouvelle vidéo. Et si vous n'avez pas le temps de regarder la vidéo, ben c'est sur Spotify aussi. Donc vous pouvez vous abonner à mon compte sur Spotify, Bidagri. Et puis à ce moment-là, vous allez être en mesure de l'écouter dans la voiture, dans le tracteur, peu importe. Donc sur ça, je vous souhaite une très belle fin de semaine. Merci, bonjour.